Il existe un endroit où le soleil s'attarde à l'horizon comme un amant réticent à partir. Et le sable murmure des secrets que le vent a traînés depuis les confins de la terre. Le Maroc ne se visite pas, on y survit et on le vénère. Situé au carrefour des continents, ce territoire a vu couler la richesse des caravanes et le sang de ses conquérants, mais rien de tout cela n'a réussi à altérer son essence. Les sommets de l'Atlas regardent d'en haut avec la patience des millénaires, témoins silencieux de notre existence éphémère. Ici, les oasis respirent et le désert porte les échos des ancêtres qui comprirent que cette terre n'appartient à personne. C'est un sanctuaire d'épices brûlantes et de vérités arides, un rappel que nous ne sommes que de simples passagers dans une mer de dunes. Préparez-vous à affronter un paysage qui non seulement défie le corps, mais interroge l'âme. Bienvenue à la frontière ultime du mystère. La géographie de l'oubli. L'homme moderne, dans son arrogance technologique, croit avoir conquis chaque recoin de la planète. Nous avons cartographié les océans jusqu'au dernier abîme sombre où des créatures bioluminescentes nagent dans une obscurité éternelle. Nous avons apprivoisé des jungles qui dévoraient autrefois des expéditions entières avec des fièvres et des flèches invisibles. Nous avons érigé des cités de verre et d'acier qui grattent le ciel avec une insolence qui défie les dieux anciens. Nous avons envoyé des sondes métalliques vers Mars pour chercher de la poussière rouge et des sous-marins nucléaires au fond du Pacifique. Nous vivons sous l'illusion qu'il ne reste plus d'espace blanc sur les cartes, que le mystère a été éradiqué par le satellite et le GPS. Mais ce que presque personne ne sait, ce qui échappe à la conscience collective occidentale, c'est qu'il existe une enclave dans le nord-ouest de l'Afrique où le temps ne se mesure pas en heures ou en années, mais dans l'érosion lente, douloureuse et implacable de dunes infinies et de roches millénaires. Loin de l'humidité des océans, protégé par des murs naturels de sable doré et des sommets enneigés qui aveuglent l'œil, se trouve un territoire qui a vu passer le chaos de l'histoire tout en restant stoïque. Presque indifférent au sort des empires humains. Le Maroc n'est pas simplement un pays délimité par des lignes politiques, c'est une forteresse géographique conçue par la Terre elle-même, dans un spasme de violence tectonique pour défier l'homme. C'est littéralement la nation qui embrasse le désert le plus vaste du monde, le Sahara, avec ses ergs comme Chebi, où les dunes s'élèvent jusqu'à 150 mètres, séparant ses frontières de la côte la plus proche par un abîme de sable qui mesure jusqu'à 1000 km en certains points. C'est un endroit où la terre s'élève violemment vers le ciel dans l'Atlas, comme si elle essayait d'échapper à la gravité elle-même et de toucher les étoiles du bout de ses sommets acérés, atteignant 4167 mètres, au Djebel Toubkal, le toit de l'Afrique du Nord. Ici, la géographie n'est pas un cadre passif. Une toile de fond pour les pièces de théâtre de la civilisation. C'est le protagoniste absolu, le directeur cruel et bienveillant de chaque chapitre humain, une entité vivante qui respire et exige le respect. Pour comprendre son peuple, cette race de berbères à la peau tannée et aux yeux plissés par le soleil, il faut d'abord comprendre ses montagnes et ses déserts.
Parce qu'au Maroc, la survie est un art pratiqué au seuil du Sahara. À une altitude moyenne qui varie des vallées fertiles aux sommets gelés où l'air est plus rare. La lumière ultraviolette brûle sans réchauffer et l'oxygène est rare, forçant les poumons à se dilater et le sang à s'épaissir. Ici, la volonté se forge ou se brise sans demi-mesure. Si nous déplions la carte de l'Afrique du Nord et l'observons avec une attention clinique, nous verrons que le Maroc apparaît comme un nœud géologique impossible, une cicatrice sur la croûte terrestre. Ce n'est pas une plaine ouverte à une invasion facile comme les steppes d'Afrique de l'Est, où des hordes pourraient galoper sans entrave. Ce n'est pas non plus une vallée fertile et douce comme celle du Nil, conçue pour une agriculture sédentaire. C'est un labyrinthe tridimensionnel de chaînes de montagnes qui occupent une grande partie de son territoire, laissant à peine de l'espace pour une vie confortable. Cette réalité physique a dicté une sentence claire depuis le début des temps, une loi non écrite que chaque enfant marocain apprend avant de marcher. Ici, la vie est dure, verticale et aride. La chaîne de l'Atlas, dont le nom évoque le titan grec qui tenait le ciel sur ses épaules, agit comme le véritable souverain du pays, un empereur de pierre qui n'a pas besoin de trône. Avec plus de 2500 km de long et des sommets dépassant 4000 mètres, ces montagnes sont des monstres endormis. Le Djebel Toubkal, une massive pyramide blanche, atteint 4167 mètres et est célèbre pour sa brutalité climatique et les vies qu'il a réclamées sur ses pentes enneigées. Ces montagnes ne sont pas seulement un décor. Ce sont des barrières climatiques qui arrêtent les vents de l'Atlantique, des barrières politiques qui ont arrêté les armées romaines et arabes, et des barrières spirituelles où résident les esprits des ancêtres berbères. Elles divisent le pays en nord et sud, créent des microclimats extrêmes où l'on peut passer de l'été à l'hiver en 1 heure de marche, et ont fonctionné pendant des siècles comme le meilleur système de défense qu'aucun roi n'aurait jamais pu acheter. Les choses que vous pouvez trouver si vous vous aventurez dans ces cols de montagne défient toute logique moderne. Le col du Tidzin Tichka, à 2260 mètres, est un lieu de désolation biblique qui a vu disparaître des caravanes englouties par de soudaines tempêtes de neige en quelques minutes, ne laissant que le son du vent hurlant parmi les rochers. Les vallées alpines comme Imlil, à 1740 mètres, ressemblent à un rêve fiévreux. Des plateaux sans fin qui se transforment au printemps en tapis d'un vert si intense qu'il fait mal à regarder, parsemés de millions de fleurs sauvages. Des coquelicots rouges qui ressemblent à des gouttes de sang. Des Edelweiss blancs, des tulipes sauvages et traversés par des rivières d'eau cristalline qui descendent directement du dégel avec un grondement sourd qui ressemble au battement de cœur de la planète elle-même. C'est un paysage de contrastes violents qui vous frappe l'âme, conçu pour vous faire sentir petit. Des déserts arides de sable rouge et des canyons martiens au sud. Comme le Todra, avec ses parois de 300 mètres de haut, cède soudain la place à des oasis de palmiers centenaires dans la vallée du Draa. C'est l'une des plus grandes oasis du monde, un vestige du Pléistocène où les palmeraies ont des troncs si larges et tordus
qu'il faut 5 hommes pour les embrasser, et dont les dates, selon la légende, furent transportées par Alexandre le Grand en Grèce. Et puis il y a les lacs turquoises suspendus dans les hauteurs, comme l'Ifni dans l'Atlas, qui ressemblent à des miroirs brisés du ciel. Des endroits où l'eau est si pure et glacée que vous pouvez boire directement et la sentir vous purifier de l'intérieur, gelant vos entrailles pendant un instant. En hiver, la réalité devient hostile. La température peut descendre à moins 10 degrés Celsius dans les zones hautes de l'Atlas. Le froid brûle dans les poumons, les rivières s'arrêtent, piégeant les poissons en pleine nage dans des blocs de glace transparentes. Les loups descendent des montagnes, affamés, leurs hurlements rebondissant dans les vallées vides à la recherche d'une proie faible. Et pourtant, des gens vivent ici. Ils ne survivent pas. Ils vivent avec fierté. Parce qu'ils ont appris le langage secret des montagnes, une langue qui n'utilise pas de mots mais des signaux. Savoir quand le ciel va se fermer avec des nuages de plomb, quand la neige va aveugler les cols d'une blancheur mortelle, quand bouger vite et quand rester immobile, se recroqueviller et laisser passer la tempête comme un train de marchandises qui ne s'arrête pas à votre gare. Mais il y a autre chose dans ces montagnes. Quelque chose que les bergers berbères murmurent quand le feu s'éteint et que l'obscurité est absolue. Ils disent que l'Atlas non seulement protège, mais aussi surveille. Que dans les glaciers qui reculent, révélant des roches qui n'ont pas vu la lumière depuis 10 000 ans, quelque chose d'ancien s'éveille. Les alpinistes parlent de sons sous la glace, d'ombres bougeant dans des crevasses où il ne devrait y avoir aucune vie. Et parfois, quand le vent s'arrête soudainement dans les hauts cols, on a la certitude absolue et terrifiante que nous ne sommes pas seuls au sommet du monde. Mais quels secrets ces sommets gardent-ils réellement? Quels esprits berbères rôdent dans les neiges éternelles, attendant le moment de révéler leur furie? La mer de sable. Au milieu de ce chaos tectonique de sommets tranchants, comme des dents de dragon et de glaciers, qui craquent et gémissent comme de vieux os. La nature a décidé d'ouvrir une mer infinie, dorée et sereine, qui voit tout. Le Sahara. Il est impossible de parler de l'histoire, de la culture ou de l'âme profonde de cette région sans s'arrêter. Avec une révérence presque religieuse, devant ce corps de sable qui ressemble à un bug dans la matrice géographique, comme si un morceau de l'océan s'était perdu et était tombé du ciel pour atterrir sur les hauteurs de l'Afrique du Nord, transformé en dunes ondulantes. Les chiffres sont accablants, mais ils ne parviennent pas à capturer sa majesté. Avec plus de 9 millions de kilomètres carrés au total, mais concentrés au Maroc dans des ergues comme Chebi, de 22 km de large et 5 de long, le Sahara est le plus grand désert du monde. Une mer miniature retenue par des montagnes et des oasis. Mais il possède une caractéristique qui le rend absolument unique, un trait qui défie l'intuition et a alimenté les légendes et les peurs pendant des millénaires. Il ne s'arrête jamais, pas même lors des nuits les plus rudes, quand la température ambiante descend en dessous de 0 degré Celsius, quand la terre devient dure comme le fer et que le vent coupe la peau comme une lame d'obsidienne, ces dunes restent en mouvement, dorées, se déplaçant avec une lenteur hypnotique et vaporeuse. La science moderne, avec son besoin de désenchanter le monde,
explique ce miracle par des données froides, une combinaison de vent constant, le sirocco d'Est, une aridité extrême avec moins de 100 mm de pluie par an, et l'énorme masse de sable qui retient la chaleur de la journée comme une batterie thermique géante. Mais les anciens berbères, qui regardaient bas le désert avec un mélange d'amour et de terreur, avaient une autre explication. Ils disaient qu'au plus profond du Sahara bat un cœur brûlant, le cœur d'un géant puni par les dieux qui a tant pleuré pour son orgueil, que ses larmes se sont changées en sable et n'ont jamais refroidi, maintenues chaudes par la furie de sa douleur éternelle. Selon la légende de l'Erg Tchebi, les dunes furent envoyées comme punition divine à un village qui refusa l'hospitalité à un voyageur fatigué. Le sable les enterra, et maintenant le désert réclame les imprudents. De nombreux visiteurs restent à la lisière, admirant le reflet des sommets de l'Atlas sur les dunes oranges. Mais ils sont surpris et frissonnent lorsqu'ils découvrent ce qui se cache sous la surface tranquille. Le Sahara est un tombeau massif de l'histoire. Les archéologues, lors de missions à l'époque coloniale et d'expéditions ultérieures, ont trouvé des restes de civilisations submergées qui nous forcent à réécrire les livres d'histoire, des os d'éléphants et de girafes datant de l'époque où le désert était une savane il y a 10 000 ans, des peintures rupestres à Tassili-Nadjer, près de la frontière, des pointes de lance et des outils en pierre datant de 30 000 ans, ce sont les restes de peuples nomades qui furent piégés lorsque le climat changea de manière cataclysmique, engloutissant des vies, des camps et des rivières dans une ère d'horreur. On dit, et les preuves circonstancielles sont troublantes, que le Sahara détient de sombres secrets des routes transsahariennes, des trésors de caravanes perdues qui ont tenté de traverser les dunes mouvantes, des reliquaires en or massif du Mali, et même, selon des théories persistantes étayées par des découvertes de croix anciennes, des reliques de chrétiens nestoriens qui ont fui les persécutions, apportant des textes interdits. Le désert est une archive hermétique qui protège son contenu avec des tonnes de sable et d'obscurité. Chaque année, de nouvelles expéditions avec sonar découvrent de nouvelles structures, de nouvelles formes géométriques au fond de la poussière. À l'époque médiévale, les rives du Sahara étaient un refuge sacré et cosmopolite. Des oasis comme Sijil Massa coexistaient avec les routes du sel et de l'or. Les Almoravides, guerriers berbères du désert, bâtirent des empires d'ici jusqu'en Espagne. Marco Polo mentionna les caravanes avec admiration. Les Portugais, lorsqu'ils arrivèrent au XVe siècle, l'appelèrent l'enfer doré. Et ce n'était pas une exagération poétique. Ce désert fonctionne comme un thermostat gigantesque, créant son propre microclimat qui adoucit les nuits dans ses oasis au point de permettre des palmiers, des figuiers et des vergers, là où n'importe où ailleurs, il n'y aurait que du sable mort et des roches brûlées. Au cours du XXe siècle, le Sahara fut une zone de conflits coloniaux. Les Français le fermèrent au monde extérieur, le transformant en une zone militaire restreinte. Dans ses profondeurs, loin des regards indiscrets, des armes furent testées et des frontières arbitraires furent tracées. Les habitants racontent encore des histoires de lumières étranges émergeant des dunes la nuit,
de bruits métalliques qui faisaient vibrer le sol et d'animaux apparaissant morts sans cause apparente. Aujourd'hui, la paix est revenue, du moins en apparent. On peut marcher à travers des dunes de sable fin où des vagues de poussière se brisent avec la même cadence rythmique que dans l'océan, voir des chameaux se reposer lors de leur migration et, si l'on a de la chance, rencontrer des nomades berbères descendant avec leurs troupeaux pour boire à des oasis saumâtres qui ne gèlent pas les lèvres. Le désert est si profond, avec des dunes allant jusqu'à 250 mètres dans certains ergs, qu'il n'a pas encore révélé ne serait-ce qu'une fraction de ses secrets. Chaque année, de nouvelles expéditions découvrent des fossiles, comme ceux de dinosaures à Tazarine. Mais les anciens des villages berbères avertissent les touristes qui riment trop fort ou pénètrent dans les dunes sans respect. Ils regardent l'horizon doré, les yeux plissés, et murmurent une vérité inconfortable. Le Sahara ne rend jamais ce qu'il prend. Et parfois, quand le soir tombe et que le sable devient noir comme l'encre, la surface commence à s'agiter sans que le vent ne souffle, comme si quelque chose d'immense, juste sous les chameaux, était sur le point de remonter pour respirer. Mais qu'est-ce qui se cache réellement sous ces vagues de sable? Quelles légendes berbères s'éveilleront si vous osez aller plus loin? Mais si les sables du désert pouvaient lui parler, ils nous diraient que le calme n'est qu'une tromperie. Sous la surface statique, l'histoire était sur le point d'entrer en convulsion, et ce qui semblait être un terrain mort était sur le point de donner naissance à la machine biologique la plus parfaite jamais conçue. Le domaine du chameau et les routes du sel. Bien avant que le nom Maroc n'apparaisse tracé à l'encre sur les cartes des cartographes européens, bien avant que l'esprit humain ne conçoive des concepts abstraits comme nation, frontière, visa ou passeport, ces terres vibraient déjà d'une énergie cinétique inarrêtable. La carte politique moderne est un mensonge superposé à la géographie réelle, une fiction qui ignore le véritable sang qui a insufflé la vie à cette région pendant des millénaires. Les sables de l'Afrique du Nord n'étaient pas simplement un vide, un lieu de passage ou un obstacle entre la Méditerranée et l'Afrique noire. Ils étaient le laboratoire de l'une des révolutions technologiques les plus importantes de l'histoire humaine. Une révolution comparable à l'invention de la roue, de la poudre à canon ou de la machine à vapeur, mais faite de chair, d'os et d'une endurance infinie, la domestication du chameau. Cela s'est produit ici, sur les plaines vastes et impitoyables au sud de l'Atlas. Il y a plus de 4000 ans, probablement gestés au sein de la culture berbère, ou Amazigh, les hommes libres. Ce fut le moment exact où l'être humain cessa d'être une créature lente, vulnérable et liée aux sources d'eau, pour devenir un nomade intercontinental. Sans cet animal, une vie complexe dans cet environnement hostile aurait été biologiquement impossible. Le chameau n'était pas seulement un moyen de transport, un vaisseau du désert, comme le disent les poètes romantiques, c'était une pièce de biotechnologie avancée, une extension du corps humain, une machine de survie vivante conçue par l'évolution pour défier la mort thermique. Pour comprendre l'ampleur de ce changement, il faut regarder l'animal de près. Le dromadaire ne résiste pas simplement à la chaleur. Il la gère avec une ingénierie que notre technologie moderne commence à peine à imiter. Ces globules rouges sont ovales et non ronds.
ce qui leur permet de circuler même lorsque le sang s'épaissit à cause d'une déshydratation extrême, évitant ainsi le collapsus cardiovasculaire qui tuerait un cheval ou un homme en quelques heures. Ils possèdent une troisième paupière transparente qui agit comme un essuie-glace contre les tempêtes de sable. Et leurs narines peuvent se sceller hermétiquement. Mais ce qui était le plus précieux pour les Berbères n'était pas seulement leur anatomie, mais ce que l'animal offrait. Un lait riche en vitamines qui ne caillait pas avec la chaleur, de la viande pour les hivers rudes, de la laine pour les tentes et du cuir pour les armures et les boucliers. Le chameau était un statut, c'était une religion, c'était la monnaie ultime et l'unique compagnon fidèle dans la solitude écrasante du Sahara. La symbiose entre l'homme et la bête devint totale, presque spirituelle. Dans les tribus nomades, les enfants apprenaient à monter avant de marcher. Leurs jambes s'arquaient physiologiquement dès l'enfance pour s'adapter aux flancs de l'animal, fusionnant avec son mouvement oscillant. Les femmes étaient des guides aussi habiles que les hommes, capables de démonter un campement en quelques minutes, de défendre la caravane et de chasser dans les dunes avec une précision létale. Et les guerriers développèrent des techniques de cavalerie légère qui terrifièrent les empires lourds et sédentaires de Rome et de Byzance. Imaginez faire face à un ennemi qui n'a pas besoin de lignes de ravitaillement. Les cavaliers berbères pouvaient traverser des déserts sans eau pendant 5 ou 6 jours, apparaissant comme des fantômes à l'horizon, frappant avec des lances et se retirant dans le néant, dans la mer de sable, où aucun légionnaire romain avec sa lourde armure de fer n'oserait les suivre. Ils développèrent la rala, une selle spécialisée qui permettait aux cavaliers de maintenir l'équilibre et de combattre à l'épée ou à la lance, tandis que sa monture avançait à 10 km/h sur un terrain accidenté. Ce n'était pas une guerre de position, c'était une guerre de mouvement perpétuel. Les premiers récits historiques nous parlent de ces Berbères, peuples indigènes d'une diversité génétique fascinante, avec des clans aux cheveux sombres et d'autres aux yeux clairs et à la peau rousse, qui dominaient ces sables depuis le Xe siècle avant Jésus-Christ. Ils n'ont laissé aucun palais de marbre ni de grandes cités fortifiées de style mésopotamien, et cela a dérouté les historiens occidentaux pendant des siècles. Mais ils ne construisaient pas de murs, car pour eux, s'enfermer derrière la pierre était une forme de mort, un aveu de peur. Leur richesse n'était pas statique, elle résidait dans leurs troupeaux mobiles, dans leur connaissance des puits secrets et dans leur liberté absolue de se déplacer avec le vent. Cependant, ils ont laissé quelque chose de plus durable que les bâtiments, quelque chose que le vent n'a pas pu éroder. L'art rupestre. Dans des lieux sacrés comme le Tassili Nadjer ou dans les vallées profondes du sud du Maroc, des milliers de rochers sont marqués par l'histoire spirituelle de ces peuples. Ce sont des bibliothèques de pierre à ciel ouvert sous le soleil brûlant, des musées sans toit narrant une ère oubliée. Si vous voyagez là-bas aujourd'hui, vous verrez quelque chose de troublant. Les gravures les plus anciennes ne montrent pas de chameaux. Elles montrent des éléphants, des girafes, des hippopotames et des crocodiles. Elles montrent un Sahara vert, une époque il y a 10 000 ans où cet enfer sec était un paradis de savanes et de lacs. Mais à mesure que le climat changeait et que le désert dévorait l'herbe, l'art changeait. Des dessins de chameaux aux bosses chargées apparaissent. Des guerriers aux boucliers ronds, des chars de guerre tirés par des chevaux, les garamantes, et des scènes de rituels chamaniques où des hommes aux masques de chacal dansent avec le soleil.
Ces gravures sont le témoignage silencieux d'une culture qui lisait le ciel et les étoiles, avec la même facilité que nous lisons l'écran d'un smartphone. Ce sont des messages dans une bouteille de pierre jetée vers l'avenir, nous avertissant de la fragilité du climat et du caractère éphémère de l'abondance. Ensuite, la marée de l'histoire apporta les envahisseurs. D'abord les Phéniciens, astucieux commerçants qui fondèrent des enclaves sur la côte, puis les Carthaginois et leur soif d'empire, puis les Romains qui érigèrent des cités de pierre comme Volubilis dans le nord, essayant d'imposer la grille latine au chaos organique de l'Afrique. Et enfin, au 7e siècle, les Arabes arrivèrent portant la bannière de l'islam. Tout le monde est passé par ici, laissant des couches d'histoire comme des strates géologiques, sang sur sang, poussière sur poussière. Mais le moment de plus grande splendeur, celui qui a connecté ce coin perdu au destin économique du monde, est venu avec la consolidation des grandes routes transsahariennes, du sel et de l'or. Il est difficile pour l'esprit moderne de comprendre l'importance de ces routes. Aujourd'hui, avec les avions cargo et les porte-conteneurs, nous avons oublié ce que signifiait l'isolement. Mais au Moyen Âge, le Sahara était l'équivalent de l'océan Atlantique avant Colomb, une barrière mortelle séparant deux mondes. Le traverser était une prouesse logistique équivalente à un voyage spatial. Et pourtant, la cupidité humaine a trouvé un moyen. Malgré son isolement désertique, ou peut-être à cause de la sécurité offerte par ces oasis contrôlées par des chefs de guerre locaux, ce territoire est devenu un couloir vital, obligatoire. Les caravanes quittant Tombouctou et Gao, dans l'Empire du Mali, chargées de poudre d'or, d'ivoire, de plumes d'autruche et, tragiquement, de milliers d'esclaves, n'avaient d'autre choix que de braver les dunes du Sahara et les cols enneigés de l'Atlas pour atteindre les marchés de Marrakech, Fès et enfin les palais de Venise, Gênes et Constantinople. Les oasis marocaines sont devenues les artères par lesquelles circulait le sang du commerce mondial. Ici, on échangeait la denrée la plus vitale de l'Antiquité. Le sel, aujourd'hui, nous le considérons comme acquis, l'achetant pour quelques centimes au supermarché, mais dans un monde sans réfrigération, le sel était la vie. C'était le seul moyen de conserver la viande et le poisson. Il était nécessaire pour retenir l'eau dans le corps sous le soleil africain. Dans les mines de sel de Tagaza, au cœur du désert, les esclaves vivaient dans des maisons construites de blocs de sel parce qu'il n'y avait ni pierre ni bois, et ils mourraient des jeunes, aveuglés par l'éclat blanc et épuisés par le travail. Ce sel, extrait dans la douleur, était transporté vers le sud, où il était échangé poids pour poids contre de l'or. Oui, il fut un temps où 1 kilo de sel valait 1 kilo d'or. Des endroits comme Sijil Massa, une cité-oasis du 8e siècle qui gît aujourd'hui à demi ensevelie sous le sable et les palmeraies du Tafilale, était le port de cette mer de sable. Sijil Massa était une métropole d'adobe et de mystère, un New York du désert. Imaginez la scène, c'est la nuit, à l'extérieur des murs hurle une tempête de sable qui écorcherait un homme en quelques minutes.
Mais à l'intérieur de la ville, protégée par de hauts murs et des systèmes d'irrigation ingénieux, la vie s'agite, éclairée par des lampes à l'huile d'argan qui fument et sentent le rance. Des marchands de 10 nations différentes se rassemblent. Une cacophonie de langues est parlée, un mélange de dialectes berbères, d'arabe classique, de persan, de haoussa et de mandingue. Des chameaux de Bactriane et des dromadaires, épuisés après 2 mois de traversée, s'agenouillent dans les caravansérails, grognant alors qu'on les décharge. On boit du thé à la menthe bouillant, saturé de sucre pour récupérer de l'énergie. On mange du tagine d'agneau rôti lentement sur le charbon de bois. Et dans ces cours, sous les étoiles du désert, se concluaient des accords qui décidaient de l'économie de l'Europe. L'or frappé par les rois chrétiens d'Espagne et les doges de Venise provenait presque entièrement de ces caravanes passant par le Maroc. Mais en plus des biens physiques, ces routes transportaient quelque chose de bien plus dangereux et puissant, des idées. Le désert ne filtrait pas seulement les marchandises, il filtrait les connaissances. Par ces chemins arrivèrent des manuscrits d'astronomie, des secrets d'alchimie, de nouvelles formes de mathématiques, de la poésie soufie et des débats théologiques. Et arrivèrent aussi, inévitablement, les cavaliers pâles de la mort. Des pandémies comme la peste noire utilisèrent de ces mêmes autoroutes commerciales pour sauter de continent en continent. Tout ce flux de richesses et de connaissances a culminé dans les villes impériales du Nord, particulièrement Fès. Fès est la plus ancienne ville du Maroc, avec plus de 1200 ans d'existence continue, plus ancienne que de nombreuses capitales européennes et bien plus complexe. Entrer dans la médina de Fès el-Bali, c'est entrer dans un labyrinthe conçu pour confondre les esprits et les envahisseurs. Aujourd'hui encore, le bazar n'a jamais vraiment fermé. C'est une machine à remonter le temps fonctionnel. Vous pouvez grimper sur le mont Zalag, une colline s'élevant de la plaine comme une main de pierre, déclarée patrimoine mondial, et regarder en bas vers une mer de toits verts et de minarets. Là, vous pouvez toucher des roches polies par des millions de mains et de genoux de pèlerins, voir des pétroglyphes montrant des prophètes priant ou entrer dans des grottes étroites où des chamans et plus tard des saints soufis cherchèrent l'illumination dans l'obscurité totale, jeûnant pendant 40 jours. Ici, l'islam sunnite orthodoxe, le mysticisme juif de la Kabbale, le christianisme mozarabe et l'animisme berbère se sont rencontrés et affrontés dans une coexistence tendue, parfois violente, mais incroyablement fertile, qui nous semble aujourd'hui impossible. Au cœur de la ville, le son du martèlement sur le cuivre est le battement de cœur constant. Et l'odeur est inoubliable. Elle provient des tanneries de Chouara, où des hommes, submergés jusqu'à la taille, dans des cuves en pierre remplies de teintures naturelles, de fientes de pigeons pour ramollir le cuir avec son ammoniac, et d'urine de vache, traitent les peaux exactement comme on le faisait il y a 1000 ans. C'est un travail brutal, toxique et malodorant, mais de là sortait le fameux maroquin. Un cuir fin relié à l'or qui protégeait les livres les plus sacrés de l'Europe. Fès ne faisait pas que commercer. Fès pensait. Elle abritait l'université Al-Qarawiyyin, fondée par une femme, Fatima al-Fihri, en l'an 859. Considérée comme la plus ancienne université en activité au monde. Tandis que l'Europe était plongée dans les âges sombres, à Fès, on étudiait l'optique, la médecine avancée
et l'algèbre. Mais les routes du sel ne durèrent pas éternellement. La géopolitique est cruelle et l'ingéniosité humaine incessante. À la fin du XVe et au début du XVIe siècle, le monde bascula sur son axe. Les Portugais et les Espagnols prirent la mer. Bartolomé Dias, Vasco de Gama et Colomb ouvrirent des routes maritimes reliant l'Europe directement à la source des épices et de l'or, contournant les intermédiaires d'Afrique du Nord. Pourquoi payer des tarifs au sultan du Maroc et risquer les bandits du désert si l'on pouvait naviguer autour de l'Afrique? L'impact fut dévastateur. Ce fut une mort lente par asphyxie économique. Les grandes caravanes, qui comptaient autrefois 20 000 chameaux, se réduisirent à quelques centaines. Le commerce se tarit comme une rivière en été. Les cités d'adobe du sud, comme Sijil Massa, privées de leur sang commercial, commencèrent à s'effondrer et à retourner à la poussière dont elles étaient nées. Le désert réclama son dû. Les empires locaux, comme les Saadiens, tentèrent désespérément de maintenir le contrôle, lançant des invasions suicidaires vers le sud, vers le Mali, pour s'emparer directement des mines d'or, mais ce fut le dernier souffle d'une ère mourant. Le Maroc se replia sur lui-même. Les sultans devinrent paranoïaques, fermant le pays à l'influence étrangère, essayant de préserver un monde qui s'effaçait. Pendant des siècles, le temps sembla s'arrêter, figé dans une bulle de tradition et de résistance. Cependant, au XIXe siècle, une nouvelle ombre commença à s'allonger depuis le nord. Une ombre plus grande, plus froide et plus systématique que n'importe quel califat ou invasion précédente. Ce n'étaient pas des marchands cherchant des partenaires, ni même des conquérants cherchant la gloire personnelle. C'étaient des bureaucrates, des ingénieurs et des soldats d'une Europe industrialisée et affamée. Les géomètres français et espagnols apparurent d'abord à l'horizon. D'étranges silhouettes avec leurs théodolites, leurs boussoles et leurs carnets de notes. Ils commencèrent à tracer des lignes droites sur des cartes qui ne comprenaient rien aux tribus, aux loyautés de sang ou aux routes de pâturage. Le grand jeu colonial avait commencé, et avec lui, la fin de la liberté ancienne. Ce qui vint ensuite ne fut pas des marchands avec des épices et des histoires exotiques, mais des canons en acier rayés, des chemins de fer et une idéologie positiviste qui promettait de civiliser par la force, réécrivant l'âme même de l'homme du désert pour le transformer en un sujet productif. Et le son de ces canons approchant, résonnant dans les vallées du Rif et de l'Atlas, n'était pas juste une bataille de plus. C'était un tonnerre lointain, mécanique et rythmique, annonçant une tempête dont personne, ni le plus sage des chamans, ni le plus brave des guerriers bleus, ne pourrait se cacher. L'isolement qui avait protégé leur mystique pendant des millénaires était sur le point de voler en mille éclats. Mais juste au moment où les premières bottes étrangères foulaient le sable sacré, avec l'intention de rester pour toujours, quelque chose s'éveilla dans les montagnes. Une force ancienne que les envahisseurs, dans leur arrogance technologique, avaient oublié de calculer et qui transformerait la conquête en un cauchemar de sang et d'ombre.
L'ombre coloniale et la sédentarisation. Le XXe siècle n'est pas arrivé au Maroc sur la pointe des pieds ou en demandant la permission. Il est arrivé avec le fracas des canons modernes et le cliquetis incessant des trains militaires découpant le paysage vierge comme des cicatrices de fer. Ce fut un changement sismique, une rupture dans le tissu du temps que personne, pas même les anciens les plus sages qui lisaient le destin dans la position des étoiles, ne vit venir avec une telle ampleur. En l'an 1912, suite à l'effondrement de l'Ancien Ordre et à la signature du traité de Fès, le protectorat français fut établi dans le centre et l'espagnol dans le nord. Les troupes européennes commencèrent à monter dans ces terres arides et montagneuses, non seulement comme des soldats, mais comme des porteurs d'un nouvel évangile séculier promettant la modernité, la médecine et le progrès, mais exigeant en retour une soumission totale à un système centralisé et bureaucratique étranger à la mentalité locale. Ce qui suivit fut l'un des épisodes les plus brutaux, prolongés et pourtant les moins connus de l'histoire coloniale africaine. Il devint connu sous le nom de guerre du Rif, un conflit où les tribus berbères, sous la direction charismatique et stratégique d'Abd el-Krim, résistèrent avec une férocité qui stupéfia le monde. Le terme rebelle, utilisé de manière méprisante par les colons pour les étiqueter comme de simples bandits ou des sauvages, fut adopté avec fierté par les guerrilleros locaux. Ils n'étaient mais pas une armée régulière. Ils étaient des combattants musulmans, des guides experts, qui connaissaient chaque dune, chaque grotte et chaque gorge. Ils combattirent non pas pendant des mois, mais pendant des années contre la machinerie combinée de deux puissances européennes. Ce fut une guerre d'ombre dans les dunes brûlantes et les sommets gelés, où l'aviation moderne et la technologie de l'artillerie française se heurtent constamment à la tactique millénaire de la guérilla berbère, frappant et s'évanouissant dans le néant avant que l'ennemi ne puisse réagir. Pour les nouveaux administrateurs envoyant des ordres depuis des bureaux lointains à Paris ou Madrid, le mode de vie nomade représentait tout ce que le nouveau monde devait laisser derrière lui. Il le considérait mais comme un chaos incontrôlable, un vestige féodal archaïque qui devait être éradiqué au nom du progrès scientifique et de l'efficacité industrielle. La logique de l'État était froide et mathématique. Un nomade qui se déplace perpétuellement ne peut être contrôlé, ne peut être recensé avec précision. Et surtout pour les coffres du protectorat, ne peut être facilement taxé. Ainsi, entre 1912 et 1956, une machine dévastatrice d'ingénierie sociale fut mise en marche. Le processus de sédentarisation forcée le plus massif et le plus rapide de l'histoire de l'Afrique du Nord fut mené à bien. L'ordre était clair et l'exécution fut implacable. Des milliers de chameaux et de troupeaux de chèvres furent réquisitionnés, lesquels représentaient pour les tribus non seulement des sources de nourriture et de transport, mais aussi leur banque, leur statut social et leur identité culturelle profonde. Les routes de transhumance utilisées depuis des milliers d'années, chemins invisibles tracés par la mémoire des générations suivant les pluies et les pâturages, furent fermés et bloqués par des frontières artificielles et des points de contrôle militaires. Les nomades furent exhortés, et dans la grande majorité des cas contraints sous la menace d'une force létale, à abandonner leur tente de laine noire.
Il dure de s'installer dans des bidonvilles de villes en expansion comme Casablanca ou dans des fermes collectives conçues sur des cartes où le concept de propriété communale disparut et où l'individu fier devint un simple rouage de la production étatique. Les conséquences furent catastrophiques et laissèrent des cicatrices encore visibles aujourd'hui. Des milliers de personnes périrent dans des famines induites, particulièrement dans les années 30, lorsque les politiques coloniales démantelèrent l'économie de subsistance traditionnelle pour favoriser l'exportation de céréales vers l'Europe. Les tribus berbères, divisées par la ruse politique coloniale du diviser pour régner, se révoltèrent maintes et maintes fois. Dans le Rif, ils utilisèrent des fusils anciens et capturés contre le gaz moutarde, une arme chimique interdite larguée sur des villages civils. La résistance fut épique. Abdelkrim alla jusqu'à proclamer une république indépendante en 1921, humiliant les armées européennes lors de batailles légendaires comme le désastre d'Anoual, où 13 000 soldats espagnols perdirent de la vie en quelques jours face à une force tribale bien inférieure en nombre, mais supérieure en morale et en connaissance du terrain. Mais le pouvoir colonial industriel était écrasant. Ils bombardèrent les marchés, empoisonnèrent les puits vitaux et forcèrent des migrations massives qui brisèrent des clans entiers. Dans les villes impériales comme Fès et Marrakech, la colonisation apporta une double réalité schizophrène. D'un côté, une modernité indéniable. Routes pavées, réseaux ferroviaires, hôpitaux et électricité. De l'autre, une exploitation systématique où Berbères et Arabes étaient relégués au rang de main-d'œuvre bon marché, serviteurs sur leur propre terre, tandis que les Européens construisaient des quartiers élégants et ordonnés comme la ville nouvelle à Rabat, avec des cinémas et des cafés de style parisien. La culture berbère fut activement réprimée. Leur langue, le tamazight, fut bannie de l'administration et des écoles, reléguée à la sphère domestique. Mais dans l'ombre des médinas labyrinthiques, où les soldats français craignaient d'entrer la nuit, la résistance politique bouillonnait. Des érudits soufis et de jeunes nationalistes comme Allal al-Fassi se réunissaient en secret, inspirés par les mouvements d'indépendance balayant le monde. L'indépendance arriva enfin en 1956, non comme un cadeau, mais après des années de protestations de masse, de grèves et de négociations sanglantes. Mohamed V, le sultan qui avait été forcé à l'exil à Madagascar, revint en héros national, unissant Arabes et Berbères sous la bannière d'une monarchie moderne. Mais les cicatrices restent profondes dans la peau de la nation. L'écart économique entre les élites urbaines et les pauvres ruraux et la lutte continue pour la reconnaissance pleine de l'identité berbère. Aujourd'hui, le Maroc est une mosaïque complexe de traditions où le thé à la menthe symbolise l'hospitalité éternelle. Mais sous la surface, les tensions d'un passé non résolu restent latentes. Cependant, malgré les tentatives d'effacer l'identité, quelque chose survécut dans les foyers. Quelque chose que ni les canons ni les lois ne purent toucher. Une résistance non faite de balles, mais de saveurs, d'arômes et de rituels sacrés qui maintinrent l'esprit du peuple uni. Le festin de l'âme et la cuisine des dieux. Au cœur de cette terre de contrastes violents,
où le désert brûlant embrasse les montagnes enneigées et où la mer rugissante murmure aux côtes, la véritable culture marocaine se révèle non pas dans de froids monuments de pierre, mais dans des festins qui battent comme le pouls frénétique d'un tambour et dans des cuisines qui sentent l'histoire. Les traditions ici ne sont pas des reliques poussiéreuses conservées dans des musées. Elles sont le feu vivant qui maintient au chaud l'âme d'un peuple qui a su absorber les influences arabes, berbères, andalouses, africaines et européennes en les tissant dans une tapisserie vibrante qui défie le passage du temps. La cuisine est le premier et le plus important hôtel de cette société. Manger ici n'est pas une simple subsistance biologique. C'est une prière sensorielle et un acte de communauté. Le tagine, ce ragoût cuit lentement dans un pot d'argile conique qui condense les vapeurs pour les redonner aux aliments, est le roi de la table. À l'intérieur, l'agneau ou le poulet fond jusqu'à se défaire d'un simple regard, mélangé à des abricots sucrés, des amandes croquantes et des épices complexes comme le safran, l'or rouge de Taliouine, qui a plus de valeur que son poids en métal. Ce plat évoque le temps des anciennes caravanes, quand on avait besoin de cuisiner avec peu d'eau et beaucoup d'ingéniosité. Il est laissé sur les braises pendant des heures, libérant des arômes qui envahissent les ruelles des médinas comme un sortilège irrésistible. Le couscous, grains de semoule cuits à la vapeur, 3 fois jusqu'à atteindre une texture de nuage, couronné de légumes et de viande, est traditionnellement mangé le vendredi, le jour saint de l'islam. C'est un rituel où tout le monde mange dans le même plat géant, en utilisant la main droite et en formant des boules parfaites dans une communion familiale qui réaffirme les liens du sang. Mais la véritable magie sociale réside dans le thé à la menthe. Ne faites pas l'erreur de penser que c'est juste une boisson chaude, c'est la monnaie de l'interaction humaine. Il est préparé en suivant un rituel strict en 3 tournées progressives. Le premier verre est amer comme la vie, le second est doux comme l'amour et le troisième est suave comme la mort. L'hôte lève la théière d'argent bien au-dessus des verres, laissant le liquide chaud tomber en un long filet précis pour créer une couronne de mousse, symbole de bienvenue et de prospérité. Refuser un verre de thé est une offense grave. L'accepter est l'entrée dans un monde de confidence et d'hospitalité où le temps s'arrête. Les fêtes religieuses et culturelles sont des explosions de couleurs et de sons qui brisent la monotonie quotidienne. Le mois de Ramadan transforme la réalité. Pendant la journée, les villes dorment et jeûnent dans un silence pieux. Mais après le coup de canon annonçant le coucher du soleil, les rues s'animent d'une énergie frénétique. L'iftar, la rupture du jeûne, remplit l'air de l'odeur de la harira, une soupe épaisse et nutritive de lentilles, de pois chiches et de tomates, accompagnée de dattes et de shebakia, des douceurs frites trempées dans le miel et le sésame. L'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, est peut-être le moment le plus viscéral de l'année, évoquant le passage biblique et coranique d'Abraham. Les familles égorgent des agneaux dans leur maison, partageant la viande avec les pauvres
dans un acte de piété obligatoire qui unit riches et mendiants dans la même célébration. Au-delà de la religion, les festivals culturels éblouissent par leur diversité. Mawazine à Rabat, l'un des plus grands festivals de musique de la planète, amène des stars mondiales sur des scènes au bord de l'Atlantique. Mais c'est dans le traditionnel que réside le mystère. La fête des roses à El Kela Mgouna célèbre la récolte dans des vallées qui deviennent roses, parfumées par des millions de pétales qui finiront dans des parfums de luxe à Paris, et le festival Gnawa à Essaouira est une expérience d'un autre monde. Là, la musique des descendants d'esclaves subsahariens fusionne avec le mysticisme soufi. Les musiciens, vêtus de tuniques colorées et de chapeaux à coquillages, jouent des krakeb, de lourdes castagnettes en métal, et du gambri, une basse rustique, créant des rythmes hypnotiques qui induisent la transe. On dit que cette musique a le pouvoir d'invoquer les esprits et de guérir les maladies de l'âme, et voir des dévots entrer dans des états de conscience altérés sous la lune de l'Atlantique est quelque chose qui change l'observateur pour toujours. Cependant, dans l'ombre de ces célébrations pleines de lumière et de joie, rôdent des mystères que personne n'ose expliquer à haute voix. On dit que lorsque la musique s'arrête et que les médinas tombent dans le silence, les pierres anciennes commencent à raconter des histoires de sang et de pouvoir que l'on a tenté de cacher pendant des siècles. Les villes impériales et leurs secrets cachés. Les villes impériales du Maroc ne sont pas de simples agglomérations de pierres et d'habitants. Ce sont des labyrinthes vivants, des organismes qui respirent l'histoire à travers chaque carreau de zélige et chaque arche en fer à cheval. Ce sont des capsules temporelles, où le passé glorieux coexiste avec un présent chaotique. Marrakech, connue comme la ville rouge pour la couleur de ses murs d'adobe au coucher du soleil, fut fondée en 1070 par les Almoravides et constitue un assaut pour les sangs. Sa place centrale, Djemma El Fna, déclarée patrimoine mondial, est une scène qui mute avec le soleil. Le jour, c'est un marché de jus et d'épices. La nuit, elle devient un théâtre en plein air où des charmeurs de serpents jouent dans des flûtes hypnotiques et des conteurs narnent des légendes de djinns devant des publics captivés. Au-dessus de tout cela, le minaret de la Koutoubia, haut de 77 mètres, surveille comme un gardien éternel, interdisant tout bâtiment plus haut dans ses environs. Fès, la capitale spirituelle et intellectuelle, est une énigme architecturale. Sa médina, la plus grande zone piétonne urbaine au monde, est un dédale de 9000 ruelles, où les cartes et le GPS sont inutiles. Ici, le temps semble s'être arrêté au Moyen-Âge. Ces célèbres tanneries sont un spectacle visuel et olfactif brutal, des fosses en pierre remplies de teintures colorées où les hommes travaillent les peaux jusqu'à la taille, utilisant des mélanges d'urine de vache, de fientes de pigeons et de chaux vives pour traiter le cuir. L'odeur est une gifle physique, une puanteur de décomposition et de chimie naturelle qui imprègne les vêtements. Mais de cet enfer naissent les sacs et les babouches les plus exquis du monde. La Médersa Bouinania, avec ses sculptures en bois de cèdre,
et ses stucs complexes nous rappellent que cette ville était un centre de savoir mondial quand l'Europe vivait dans l'obscurité. Mais c'est Meknès, appelé le Versailles marocain, qui cache les secrets les plus sombres. Bâti par le tyrannique et puissant sultan Moulay Ismaïl au XVIIe siècle, la ville fut conçue pour impressionner et terrifier. Ses remparts s'étendent sur 40 kilomètres et ses écuries légendaires pouvaient loger 12 000 chevaux royaux. Mais ce qui glace le sang se trouve sous terre. La prison de Kara est un labyrinthe souterrain de dimensions inconnues. Pas de porte, pas de barreaux, juste l'obscurité et des colonnes infinies. On dit qu'elle fut construite pour être un dédale dont personne ne pouvait sortir et qu'elle s'étend sous toute la ville moderne. Les chroniques parlent de dizaines de milliers d'esclaves chrétiens et de prisonniers de guerre qui y furent jetés pour ne plus jamais revoir la lumière du soleil. C'est un endroit où le silence pèse des tonnes. Rabat, l'actuelle capitale, offre un mélange plus sobre entre le moderne et l'ancien. La tour Hassan est le symbole d'une ambition tronquée, un minaret qui devait être le plus haut du monde, mais qui fut laissé inachevé au XIIe siècle après la mort du sultan. Entouré de centaines de colonnes d'une mosquée qui ne fut jamais terminée à cause d'un tremblement de terre. Et Casablanca, le poumon économique, abrite la mosquée Hassan II, un colosse d'ingénierie moderne construit partiellement sur l'océan Atlantique avec le plus haut minaret de la planète, projetant un faisceau laser vers la Mecque qui découpe la nuit. Plus au nord, Chefchaouen, la perle bleue, offre un mystère chromatique. Ses rues sont peintes dans des nuances infinies de bleu. Une tradition dont certains disent qu'elle fut commencée par les Juifs séfarades, fuyant l'Inquisition espagnole pour refléter le ciel et le paradis, tandis que d'autres l'attribuent à une simple tactique pour repousser les moustiques. Quelle que soit la vérité, s'y promener, c'est comme traverser un rêve lucide. Et non loin de là, les ruines romaines de Volubilis, avec leurs mosaïques parfaitement conservées d'Orphée et de Bacchus, nous rappellent qu'avant l'islam, Rome appelait aussi cette terre sa maison. Dans ces villes, les secrets abondent derrière chaque porte en bois clouté. Il y a des palais avec des hammams privés cachés où les vizirs tramaient des coups d'État et des passages secrets dans les médinas conçus pour des fuites rapides. Mais au-delà de l'architecture et de l'histoire politique, il existe une couche de réalité que la plupart des touristes ignorent complètement. Un monde invisible que les locaux respectent avec une peur révérentielle. Les mystères et légendes du royaume. Le Maroc est une tapisserie où les fils de la réalité s'entrelacent avec ceux du surnaturel jusqu'à ce qu'il soit impossible de les distinguer. Pour l'habitant local, le monde n'est pas habité seulement par les humains et les animaux, mais nous partageons l'espace avec les djinns. Ces êtres, mentionnés dans le Coran, sont des esprits faits de feu sans fumée qui vivent dans des dimensions parallèles à la nôtre. Ils demeurent dans les ruines, dans les égouts, dans les hammams vides la nuit et dans les embrasures de portes. Ils ne sont pas nécessairement mauvais. Ils ont le libre arbitre comme les humains, mais ils sont capricieux et territoriaux. Beaucoup de maladies inexpliquées ou de séries de malchances sont attribuées au fait d'avoir offensé un djinn. C'est pourquoi on dit « Bismillah » au nom de Dieu, avant de verser de l'eau chaude dans un évier ou d'entrer dans un endroit sombre pour les prévenir et éviter de les brûler ou de les déranger.
les légendes géographiques sont tout aussi puissantes. Dans les dunes oranges de l'Erkchebi, les anciens disent que ces montagnes de sable n'ont pas toujours été là. Ils disent que Dieu les a envoyés comme punition sur une ville riche et égoïste qui refusa d'offrir l'hospitalité à une femme pauvre et son fils pendant une fête sacrée. Le sable a recouvert la ville et ses habitants, et on dit que par les nuits de silence, si vous pressez votre oreille contre la dune, vous pouvez encore entendre les cris et les gémissements de ceux qui sont piégés en dessous, attendant une rédemption qui ne vient jamais. En revenant à Meknès et à sa prison souterraine de Kara, le mythe dépasse l'histoire. On murmure qu'il existe un passage secret reliant la prison directement à d'autres villes, à des centaines de kilomètres de là, un chemin d'obscurité absolue. Une légende urbaine persistante prétend qu'il y a des années, une équipe d'explorateurs français est entrée pour cartographier la fin du labyrinthe et n'est jamais revenue, et que depuis lors, les autorités ont scellé les entrées les plus profondes pour empêcher ceux qui demeurent dans les profondeurs de remonter à la surface. La nature a aussi ses propres mystères qui frisent le magique. Dans les forêts du sud-ouest, une scène défie la logique biologique. Des chèvres grimpent sur les arganiers. Ce n'est pas un tour de cirque. Ces animaux escaladent les branches épineuses pour manger le fruit de l'arganier. De leurs déjections ou des noyaux qu'elles recrachent, les femmes berbères extraient traditionnellement l'huile la plus chère du monde, l'or liquide, célèbre pour ses propriétés cosmétiques et culinaires. Les légendes locales disent que ces arbres sont protégés par des esprits gardiens et que l'huile accorde une longévité surnaturelle à ceux qui la consomment quotidiennement. Sur la côte atlantique, près de Tanger, les grottes d'Hercule ouvrent leur bouche sur la mer avec une forme qui ressemble étrangement à la carte de l'Afrique inversée. La mythologie grecque raconte que le demi-dieu s'est reposé ici avant l'un de ses 12 travaux. Quand la mer est agitée et que les vagues frappent les cavités internes, le son est assourdissant, comme le rugissement de lions ou de titans emprisonnés, rappelant aux visiteurs qu'il existe dans la nature des forces que l'homme ne pourra jamais apprivoiser. Le mysticisme soufi ajoute une autre couche d'énigmes. Les marabouts, tombes d'hommes saints, parsemés dans tout le pays, souvent solitaires sur des sommets de collines ou des plages, sont des lieux de pèlerinage. On croit que la baraka, ou bénédiction divine de ces saints, perdure après la mort. Les femmes qui ne peuvent pas concevoir, les malades que la médecine moderne a abandonnés, et les personnes tourmentées affluent pour nouer des bandes de tissu sur les arbres voisins. Ou dormir près de la tombe dans l'espoir d'un rêve guérisseur. Ces mystères ne sont pas un simple folklore pour vendre des souvenirs. Ils sont le puceau psychologique de la nation. Mais pour comprendre réellement qui garde ces histoires, nous devons nous tourner vers les habitants originels de cette terre. Ceux qui étaient ici bien avant que le premier mot ne soit écrit en arabe. La culture berbère et sa résistance éternelle. Les Berbères, ou comme ils préfèrent s'appeler avec fierté, les Amazighs, ce qui signifie « homme libre » ou « homme noble », sont le cœur indigène et battant du Maroc. Leur présence en Afrique du Nord remonte au Paléolithique. Ils étaient ici avant que les pharaons ne construisent les pyramides, avant que Rome ne rêve d'un empire,
et bien avant que les armées arabes n'apportent l'islam au 7e siècle. Ils ont résisté aux Phéniciens, aux Carthaginois, aux Romains, aux Vandales, aux Byzantins et aux Arabes, absorbant les influences, mais ne perdant jamais leur essence centrale. Leur langue, le tamazight, avec son alphabet géométrique et ancien appelé Tifinagh, est parlée aujourd'hui par environ 40% de la population. Et après des décennies de lutte, elle a été reconnue comme langue officielle dans la Constitution de 2011. La culture amazighe est visuelle et symbolique. Elle peut se lire sur les visages des femmes âgées dans les montagnes de l'Atlas, qui portent des tatouages faciaux géométriques en bleu ou en vert sur le menton et le front. Ces tatouages n'étaient pas seulement de la décoration, c'étaient des codes tribaux, des amulettes de protection contre les mauvais esprits et des marques de fertilité et de statut. Bien que la pratique disparaisse à cause des considérations religieuses modernes, elle reste un symbole puissant d'identité. Elle se lie aussi dans leurs tapis, qui sont bien plus que des objets sur lesquels marcher. Chaque tapis tissé par une femme berbère est un livre ouvert, rempli de symboles de diamants, de zigzags et de lignes, qui racontent des histoires de naissance, de mariage, de sexualité et de nature, un langage secret transmis de mère en fille. La structure sociale berbère a toujours été profondément démocratique et communautaire, centrée sur la tribu et le village. La musique est le fil conducteur de leur vie sociale. L'Aïdous est une danse collective où hommes et femmes se tiennent en rangée ou en cercle, bougeant à l'unisson au rythme des bandirs, tambour sur cadre, célébrant l'unité du groupe sur l'individu. Lors des mariages et des festivals, cette danse peut durer des heures, créant un état de transe collective. L'histoire politique des Berbères au XXe siècle est faite de manipulation et de résistants. Pendant le protectorat, les Français ont tenté de les séparer des Arabes par l'infâme Daïr berbère de 1930, un décret qui entendait les soumettre à leurs propres lois coutumières au lieu de la loi islamique, espérant les christianiser ou du moins les franciser plus facilement. La manœuvre fut une erreur de calcul monumentale. Au lieu de diviser, elle unit les Marocains dans des protestations massives, allumant la mèche du nationalisme moderne. Les Berbères prouvèrent qu'ils étaient des musulmans dévots, mais à leur manière, sans renoncer à leur identité ethnique. Après l'indépendance, ils ont souffert d'une période de marginalisation culturelle sous les politiques d'arabisation de l'État, qui voyaient la diversité linguistique comme une menace pour l'unité nationale. Mais les Amazighs sont, par définition, résilients. Des mouvements culturels, des poètes et des activistes ont maintenu la flamme vivante, s'inspirant particulièrement du printemps berbère en Algérie voisine. Aujourd'hui, la renaissance est visible. Les prénoms amazighs pour les enfants sont autorisés, les informations sont diffusées dans leur langue, et des festivals comme celui d'Imilchil, où les tribus se rassemblent pour un marché de mariage collectif, attirent des milliers de personnes. Cependant, la modernité pose une menace qu'aucun envahisseur n'a réussi à réaliser, l'érosion silencieuse. L'urbanisation massive, la télévision par satellite et Internet diluent les traditions plus vite que n'importe quelle armée. Dans des villages reculés comme Imlil, au pied du Toubkal, les jeunes berbères guident désormais les touristes en portant des baskets de marque et des smartphones.
L'hospitalité reste intacte, ils vous offriront le tagine et l'abri près du feu sans hésiter. Mais dans leurs yeux réside la question à $1 million. Réussiront-ils à survivre à la mondialisation tout en gardant leur âme, ou se dissoudront-ils comme le sable dans le vent de l'histoire? Pour le voyageur en quête de réponse, le Maroc n'est pas une destination facile, c'est un défi. Et pour s'y retrouver sans se perdre, on a besoin de plus que d'une carte. On a besoin de comprendre les règles non écrites du jeu. Voyages et conseils pour l'âme aventureuse. Entrer au Maroc, c'est accepter que les règles de votre monde d'origine soient suspendues à la frontière. Pour survivre et s'épanouir ici, le premier conseil n'est pas logistique, mais comportemental. Le respect et la patience sont vos meilleures armes. La salutation est sacrée. Un simple « salam alaikum », que la paix soit sur vous, avec une main sur le cœur, ouvre des portes que l'argent ne peut forcer. Rappelez-vous toujours d'utiliser votre main droite pour manger ou donner de l'argent, car la gauche est considérée comme impure pour des raisons d'hygiène traditionnelles. Et concernant la tenue vestimentaire, surtout dans les zones rurales, couvrir les épaules et les genoux n'est pas une soumission. C'est un signe de respect envers la communauté qui vous accueille. Le meilleur moment pour cette odyssée s'étend d'octobre à avril. Évitez l'été si vous prévoyez d'aller au désert. À moins que vous ne vouliez expérimenter ce que l'on ressent à l'intérieur d'un four à 50 degrés. La plupart des nationalités n'ont pas besoin de visa pour des séjours allant jusqu'à 90 jours. Une politique de porte ouverte qui facilite l'aventure. Se déplacer à travers le pays est une expérience en soi. Les trains de l'ONCF sont d'une efficacité et d'un confort surprenant, reliant les grandes villes impériales. Mais pour atteindre le véritable cœur, vous aurez besoin des grands taxis, de vieilles Mercedes qui fonctionnent comme des taxis collectifs, où l'on s'attend à ce que 6 personnes plus le conducteur se servent. C'est inconfortable, intime, et c'est le meilleur moyen de rencontrer des locaux et d'entendre des histoires. Et, bien sûr, dans le désert, le chameau ou dromadaire est roi, un transport qui provoque le mal de mer et des courbatures, mais vous connecte au rythme lent des ancêtres. Pour l'âme aventureuse, les options dans ce paysage ne sont pas seulement infinies, elles sont transformatrices. Vous pouvez défier vos limites physiques en gravissant le Djebel Toubkal, le plus haut sommet d'Afrique du Nord. Ce n'est pas simplement une randonnée, c'est une ascension exigeante dans l'air rare qui vous récompense par un silence panoramique au-dessus des nuages, où les montagnes enneigées de l'Atlas se dressent comme des sentinelles dentelées sur le désert en contrebas. Si les montagnes ne vous appellent pas, peut-être l'océan le fera-t-il. Vous pouvez surfer des vagues de classe mondiale à Tagazout, un village de pêcheurs poussiéreux qui a évolué en une Mecque hippie vibrante. Ici, la houle de l'Atlantique entre en collision avec la côte désertique, offrant un rythme de vie décontracté fait de thé, de surf et de coucher de soleil qui saigne du violet et de l'orange à l'horizon. Pour un changement de rythme, vous pouvez louer un quad pour foncer à travers les dunes mouvantes de Merzouga. Alors que le moteur rugit, vous vous retrouverez entouré d'une mer de sable doré qui s'étend à l'infini, un endroit où les étoiles brillent la nuit avec un éclat qui vous fait vous sentir insignifiant de la meilleure façon possible. Ou, pour quelque chose de plus introspectif et sensoriel,
retirez-vous dans les carreaux frais d'un riad traditionnel pour un cours de cuisine. Ici, vous ne suivrez pas simplement une recette, vous apprendrez l'alchimie ancienne du mélange d'épices, safran, cumin, cannelle, qui ont voyagé sur la route de la soie pour finir dans votre tagine. Quand la faim frappe, la scène culinaire de rue est une symphonie chaotique de saveurs, et elle est généralement sûre si vous suivez la règle d'or. Mangez là où les locaux s'attroupent, et assurez-vous que la nourriture est bien cuite et servie brûlant. Vous devez goûter au méchoui, un agneau entier rôti lentement dans de profonds fours de terre jusqu'à ce que la viande se détache de l'os, assaisonné simplement de sel et de cumin. Plongez dans le zalouk, une salade d'aubergines fumées et épicées ramassée avec du pain chaud, et buvez des litres de jus d'orange fraîchement pressé aux étals des places publiques. Et bien sûr, participez au rituel du thé à la menthe, versé de très haut pour créer une couronne mousseuse. Cependant, un mot d'avertissement, méfiez-vous de l'eau du robinet. Votre estomac étranger n'est probablement pas préparé à la flore locale, alors tenez-vous-en aux bouteilles scellées pour maintenir votre voyage sur la bonne voie. Entrer dans les souks nécessite un changement de mentalité. Ici, le marchandage est obligatoire. Ne le voyez pas comme une confrontation, ce n'est pas une dispute. C'est une danse sociale, une pièce de théâtre improvisée où l'acheteur et le vendeur feignent l'indignation, le choc et finalement l'amitié jusqu'à atteindre un prix juste. Que vous achetiez un sac en cuir ou un tapis complexe, faites-le avec un sourire, jamais avec colère. Si le prix ne convient pas, s'en aller est souvent le geste le plus fort que vous ayez. Et un dernier avertissement pour l'explorateur urbain, dans les médinas sinueuses, se perdre n'est pas une erreur, c'est le but. Ce n'est que lorsque vous vous éloignez des principales artères touristiques que vous trouvez la véritable magie. Une fontaine cachée, un maître artisan à l'œuvre, ou la porte d'un jardin secret. Mais restez vigilants. Le chaos sert de couverture aux opportunités. Les escrocs et les faux guides sont habiles, charmants et persistants. Ils vous diront que la route est fermée ou qu'ils veulent juste pratiquer l'anglais. Gardez votre sens de l'humour, mais maintenez votre fermeté. Marchez avec détermination, gardez l'esprit vif et laissez le labyrinthe se révéler à vous selon vos propres termes. Le Maroc a la capacité de transformer le visiteur. Vous entrez comme un touriste, avec votre appareil photo et votre hâte. Et si vous vous laissez aller, vous repartez comme un pèlerin, avec de la poussière sur vos bottes et une nouvelle compréhension du temps. Mais alors que vous vous préparez à partir, l'inconnu final surgit. Où va ce pays semblant vivre dans 2 millénaires à la fois? Le futur dans les dunes. Le Maroc se trouve à une intersection fascinante du temps, un royaume avec un pied fermement ancré dans le socle de la tradition millénaire, et l'autre faisant des pas géants et ambitieux vers un avenir technologique. La nation ne se contente plus d'être simplement le musée exotique à ciel ouvert du monde ou une toile de fond pour les films de Hollywood. Elle a consolidé ses ambitions pour devenir une véritable puissance régionale, jetant un pont entre l'Afrique et l'Europe. Un exemple brillant de cette métamorphose, visible même depuis le silence de l'espace,
et la centrale solaire Noor à Ouarzazate. Ici, au cœur d'un désert qui a regardé passer les caravanes de sel, d'or et d'ivoire pendant des siècles, le paysage a changé. Des milliers de miroirs incurvés se dressent désormais en formation, tournant à l'unisson pour suivre le soleil comme des tournesols mécaniques, générant de l'énergie propre pour des millions de foyers. C'est une déclaration d'intention profonde. Le soleil brûlant, autrefois l'ennemi ancien du voyageur, a été apprivoisé pour devenir le plus grand allié du futur. Pourtant, cet élan vers la modernité va au-delà de l'énergie. Du train à grande vitesse Alborac traversant la campagne au port massif de Tanger, l'infrastructure fait la course pour rattraper la vision. Cependant, le tourisme reste le sang vital de l'économie et il pivote de plus en plus vers la durabilité, dans une tentative désespérée d'éviter l'érosion causée par la massification. Le gouvernement et les entrepreneurs locaux promeuvent des écolodges et des circuits de tourisme rural qui bénéficient directement aux communautés berbères indigènes, tentant d'endiguer l'exode sanglant des jeunes vers les villes surpeuplées. Les voyageurs sont désormais encouragés à regarder au-delà des souks chaotiques de Marrakech, cherchant le silence dans les hautes montagnes de l'Atlas ou la solitude profonde des dunes de Merzouga. Mais malgré toute son ambition, les défis auxquels le royaume est confronté sont colossaux. La sécheresse n'est plus seulement une inquiétude saisonnière, c'est une menace existentielle dans un pays qui dépend encore fortement des rythmes de l'agriculture. Le désert avance implacablement chaque année, dévorant les oasis et forçant les agriculteurs à abandonner la terre de leurs ancêtres. L'inégalité sociale reste une plaie ouverte, créant un contraste frappant entre les boulevards étincelants de Casablanca et la subsistance des villages de montagne reculés. De plus, les tensions géopolitiques, particulièrement la situation complexe entourant le territoire du Sahara occidental, maintiennent le pays dans un état de vigilance constante et silencieuse, rappellent que les frontières ici sont gravées dans le sable et l'histoire. Cependant, à ce carrefour volatile, l'essence humaine du Maroc reste inaltérable. C'est le logiciel de la culture qui captive les visiteurs, plus que le matériel de ces monuments. L'hospitalité marocaine n'est pas un mythe, c'est une obligation sociale. Cette capacité innée à faire en sorte qu'un parfait étranger se sente comme un roi, avec rien de plus qu'un verre de thé à la menthe et un sourire sincère, est une ressource naturelle qui ne montre aucun signe d'épuisement. Dans un monde qui devient plus froid, plus isolé et de plus en plus numérique, le Maroc offre la chaleur d'une connexion humaine réelle et tangible. C'est un lieu où le temps ralentit, où les affaires se traitent par la conversation et où la communauté prime encore sur l'individu. Le voyage se termine, mais la sensation perdure longtemps après que le passeport a été tamponné. Quand le soleil se couche enfin sur l'Atlantique, peignant les vagues d'or et de violet, et que l'appel obsédant à la prière résonne depuis 1000 minarets à travers les villes, on ne peut s'empêcher de s'arrêter. Dans cette terre de djinns, de sultans, de guerriers et de nomades,
Quels nouveaux mystères et légendes naîtront au siècle prochain? Le désert continuera-t-il de garder ses secrets anciens? Ou la technologie transformera-t-elle ce paysage en quelque chose de complètement nouveau? L'avenir n'est pas écrit, il souffle dans le vent. Seul le temps et le sable éternel le diront.